J'espère que vous allez bien. On va commencer doucement cette journée d'études aux frontières du logement d'abord, ici à Bron-au-Vinatier, organisée par l'Orsper Samdara. Et ça sera ensuite sur YouTube. Bonjour à distance. J'espère que vous êtes aussi en forme. On commence par des mots introductifs de Nicolas Béru, de la métropole de Lyon, qui va faire court a priori. Et après, on aura une petite lecture poétique pour avoir une modalité introductive un peu différente. Et après, je laisserai la parole à Élodie Picolet pour introduire la première table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Chambon m'a demandé d'être très très court, donc je vais essayer de m'y employer. D'abord en vous souhaitant la bienvenue et ensuite en m'interrogeant un tout petit peu sur ma légitimité d'introduire, même si c'est sympathique de sa part de m'avoir invité. Parce qu'en tant que coordinateur logement d'abord de la métropole de Lyon, il pourrait être effectivement incongru que je sois chargé d'une introduction, puisque par définition, les personnes aux frontières de cette politique publique n'entrent pas dans son périmètre d'action. De même, je rappelle en particulier pour nos cousins québécois que le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, ça reste une compétence de l'État, pas celui des collectivités locales. Et en France, les cloisons restent souvent très étanches. Pour autant, comme vous le savez, la métropole de Lyon, en étant territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, elle s'engage dans le déploiement de cette politique publique depuis 2018 et en y contribuant, je crois, assez fortement, d'où peut-être une certaine légitimité à parler ici. Pour introduire, je voudrais quand même rappeler la définition à laquelle nous on s'accroche, qui est celle de la définition finlandaise du logement d'abord, qui est assez simple, qui consiste à accéder directement à un logement avec un accompagnement autant que de besoin, aussi longtemps que nécessaire. Or, en France, accéder à un logement est assujetti à un cadre de contraintes réglementaires, avoir plus de 18 ans ou être émancipé, être en situation régulière de séjour, disposer d'un avis d'imposition, etc., ou de contraintes matérielles, avoir des ressources, qui excluent du dit logement une part importante des personnes privées de domicile. Ce sont ces personnes qui sont aux frontières du logement d'abord, mais aussi celles qui ne trouvent pas de logement adéquat du fait de la crise du logement. Comme vous le savez, elles sont plus de 25 000 actuellement en métropole de Lyon concernées par cette situation. Et c'est à mon sens justement parce que le logement d'abord est confronté à ses limites qu'il agit aussi à ses frontières. Même si on ne fait pas tout à fait du logement d'abord, on peut être logement d'abord compatible en imaginant des politiques publiques comme celle de l'hospitalité qui s'appuie sur l'habitat plutôt que sur l'hébergement, qui questionne le modèle en escalier et qui propose aux acteurs de revisiter leurs pratiques à l'aune des principes du logement d'abord. C'est ce que nous essayons de porter au sein de la métropole de Lyon en tant que territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Et vous le verrez, je crois, dans les différentes tables rondes, vous verrez la politique de l'hospitalité, les expériences d'urbanisme transitoire ou des lieux repères. Et les intervenants des tables rondes en parleront certainement mieux que moi, donc je ne m'étendrai pas sur ce point-là. Voilà, et pour finir, je pense qu'on assiste quand même, via la politique du logement d'abord, à un changement de paradigme de l'intervention sociale dans le secteur de l'hébergement. Et on est en train de passer, je crois, d'une logique d'insertion, après avoir connu celle de la réadaptation, à une logique d'inclusion. Et même aux frontières du logement d'abord. Et c'est ce qui me semble particulièrement intéressant. Et je crois que cette journée va y contribuer. Et donc, je vous en souhaite de beaux échanges et une belle réflexion. Merci à vous. Merci Nicolas. Pour me présenter, je m'appelle Fabien. Ça suffit comme présentation. Moi, je m'appelle Romain. Je suis locataire du logement d'abord, voilà. Et chercheur. À toi de démarrer. Ah, c'est à moi de démarrer. Bon, si c'est à moi de démarrer, je démarre. Donc, on a choisi des textes qui traitent un peu des frontières de nos expériences. Et en l'occurrence, moi, c'est les expériences de la toxicomanie. Donc, c'est des textes qui vont parler de drogue. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de trigger warning pour les personnes qui ne supportent pas ça. Donc voilà, ça raconte des expériences sous drogue. Donc voilà. Nuit blanche.
Rattrapé par des tracés, la nuit passée, je me suis fracassé, né le premier dans la coke et la 3MMC. Seul à l'éviter, entre ferveur et lascivité, tout ce que je n'arrivais pas à extérioriser, la fièvre, les interdits, tout était barricadé. J'ai décidé de partir entraîner. Ouais, tu peux bien dire que je suis une tasse-paix. La cam est mon aventurier, mon client, mon copier-coller. Alors je suis désolé si j'avais plus d'espoir pour moi. Je voulais ouvrir ma voie, m'élever pour une fois, sortir du trou et repartir tout droit, vers des chemins avec moins d'aléas. Dois-je être acquitté? Dois-je être écouté? Dois-je être écroué pour toute cette peine consumée, cette solitude consolidée, cette fatigue escarpée? Ce risque de partir comme le dernier des condamnés, peut-être me laisseriez-vous une chance de vous prouver mon incapacité à faire du mal, à blesser, même bien abîmé par les produits ingurgités. C'est un essai du sérieux, je repars sur le bon pied. Allez, on stoppe, on arrête, c'est fini le temps de récolter les miettes. Je ne suis pas une mauviette. Une fois pour toutes, je serai éveillé, après une nuit blanche, à prendre ma revanche. Diplôme en poche, à faire mes valoches, direction un peu moins de précarité, de vulnérabilité. La tête haute, ma schizophrénie mise à pied, je resterai là avec toutes mes sacoches. Pour après une nuit blanche, prendre ma revanche. Alors si tu crois que je suis malin, tape dans tes mains. Sinon tu peux regarder en face ton destin, n'est-il pas au moins aussi beau que le mien? Être avec les siens, c'est ce qui nous retient, mais là ils sont déjà loin. Alors le cœur meurtri, on se divertit, avec un peu de poudre et un air de dégueulis. Qu'après une nuit blanche, on prenne sa revanche, c'est ce qui se joue dans la Manche. Joie à peine, anédonite, je tiendrai bon, c'est promis. Sans effet de manche, je prendrai ma revanche. Et je vous salue, peut-être que je serai encore là dimanche. Merci à vous pour votre écoute, sans jugement, traitez-moi comme un indigent. Moi, j'ai choisi des textes qui n'avaient absolument rien à voir avec le thème. Et évidemment, je regrette maintenant. Bon, ça a un petit peu à voir, quoi. 2014. Un homme dormait sur un banc. Un matin, des ouvriers l'ont réveillé. Ils venaient installer le nouveau banc. Un banc plus confortable. C'est ce qui est écrit dans le magazine de la ville. C'est un banc tout neuf, équipé de ce que l'article appelle des accoudoirs. Un banc 5 places. L'homme dort par terre, mais un peu plus loin. C'est à moi? Alors là, c'est un texte que j'ai écrit à l'hôpital psychiatrique quand j'étais un peu inanimé, c'est le thème du texte. Inanimé. Oublié dans les nimbes des hommes préoccupés, la folie gagne ton cerveau et le trajet des étoiles filantes. Accaparé par les pensées omnubilantes, tu vis de pensées inanimées. Tu fermes l'imagination aux pensées fermées, perdu dans les tréfonds des choses absentes. Les nuages de ton crâne répondent aux choses désirées, pourtant tu ne désires plus que la fuite et la feinte. Accaparé par les pensées omnubilantes, tu vis de pensées inanimées. Ce matin, je me réveille 1 minute avant que le réveil ne sonne. Il ne sonnera donc pas. Une fois debout, et pour fêter ça, je réalise une jolie rondade et atterris sur mon bureau. Je gonfle le buste, me cambre et lève les bras en l'air. D'abord face au public, opère un quart de tour, lève à nouveau le bras et regonfle le buste, mais cette fois-ci en direction des juges. La moyenne des notes que m'attribuent les juges est de 5 sur 5. Je dédie ma victoire à mon bureau dont la propreté et le rangement nickel m'ont offert une piste d'atterrissage digne de ma réception. Mon fils m'apporte le café. Il est descendu à la boulangerie et a chopé croissant et pain au chocolat. Pour le remercier, je fais la blague du membre en moins. Je m'enlève le bras droit, le pose sur la table, je fais la roue, puis avant qu'il ne s'inquiète, je me revisse le bras. D'abord, je me trompe et me le visse sur la tête. C'est un poil douloureux, ça nous fait rire. Mon fils rit, c'est cool parce qu'il a beau être depuis peu ce qu'on appelle un préadolescent, il ne sent pas trop mauvais de la bouche. Et à son tour réalise une splendide rondade qui atterrit directement devant son collège. Avant la rondade, il a eu le temps de me faire un bisou et de me souhaiter bonne journée. Je n'ai pas besoin de l'emmener au collège. C'est une bonne nouvelle puisque cela me laisse le temps de terminer l'écriture de mon roman. Ça y est, fini. Et d'enchaîner sur une pièce de théâtre dont franchement, je kiffe grave le début. Je poursuis l'écriture de ma pièce tout en répondant à mes 6 mails en retard et en tartinant de beurre une tranche de pain pour ma grand-mère.
Elle va beaucoup mieux. Elle est extrêmement joyeuse et m'annonce que désormais, sa grande vieillesse, sa grabatérité, sa solitude extrême et ses difficultés à se déplacer, elle les considère comme autant de chance pour son avenir. Elle réalise même un flip-flap double twist avant, puis un second flip-flap double twist arrière, tout en se coiffant. Tout ça pour me montrer que le moral est bon. Je termine l'écriture de la pièce en passant mes coups de fil importants. Ma mère et le grand capital sont fiers de moi, mais tout à coup, et sans que je m'y attende, ça toque à la porte. Je vais ouvrir. C'est un policier. Il a l'air gentil. Il me dit que l'amende de 180 € pour une clope allumée sur le quai sans plafond de la gare Perrache, reçue il y a 3 mois, après concertation avec les collègues, a été annulée. Il m'offre une boîte de chocolat pour s'excuser. Ça tombe bien, ce sont mes préférés. Il ajoute qu'il est de bonne humeur parce qu'à partir de maintenant et sur décision du ministre de l'Intérieur qui n'est plus du tout Gérald Darmanin, les policiers avant de devenir policiers seront formés et que si les formateurs sentent que les élèves sont là parce qu'ils ont envie de casser de la minorité visible, de l'étudiant ou du gauchiste, ils seront automatiquement transférés dans un club de free fight et tout le monde sera content. Pendant que je termine le ménage, ça y est, fini, la vaisselle et le rangement de ma bibliothèque, il ajoute qu'à partir de l'année prochaine, les profs seront augmentés et qu'il y aura même 2 profs par classe, 1 heure dédiée à l'écriture créative et 2 autres dédiées à l'apprentissage mutuel. C'est-à-dire que par exemple, un élève qui sait fabriquer, monter une étagère pourra montrer à ses camarades comment monter, fabriquer une étagère. Et les autres élèves qui parlent arabe, espagnol, hébreu ou italien pourront offrir à leurs camarades quelques notions. Il m'annonce aussi que les 17 000 logements vides que compte le Grand Lyon ont cette nuit été réquisitionnés afin d'y loger les hommes, les femmes et les enfants qui s'apprêtaient à passer l'hiver dehors. Je dis wow, quel courage, c'est superbe. Je suis content, puis carrément ravi parce qu'il y a Amy Winehouse dans mon salon sur le canapé qui s'apprête à chanter Back to Black. Je regarde l'heure. À peine 13 minutes que je suis levé et déjà tout ça de vécu, tout ça de fait. Franchement, c'est super. Et me voici là maintenant, méga optimiste quant à la suite de ma journée. Alors là, c'est un petit texte sur la ville et les substances psychoactives, donc la cocaïne. Donc ça s'appelle La cocaïne, ça sent la ville. La cocaïne, ça sent la ville. Ça pue les pots d'échappement comme pur échappé. Odeur d'essence, kérosène acidulé, clé de moto enclenchée. Tu es paré pour une virée. Zigzag, tu traces, de lampadaire en zone ombragée. La coke semble rendre débile. En réalité, c'est un filtre de vérité. Chaloupées dans les paroles des êtres rencontrés, elles dévoilent leur face cachée, leur peur de ce qui est calfeutré dans l'exil. Elles distinguent les hommes vaillants et les hommes vils, les loups, les chacals et les êtres volubiles. Elles décuplent ta lubricité comme autant de fils électrifiés. La coke, ça sent le sexe comme un poison enflammé et manufacturé. Associé avec un peu d'alcool et du tabac, ça rend complètement allumé. Comme un HLM peuplé de gens désabusés, comme une chaudière mal décrassée, une cheminée mal allumée. Dans le nez, elle est logée. Et telle une pyramide quand elle est coupée, on la sépare, carte bancaire pour en faire des traînées. C'est ton fric que tu vois partir en fumée. La coke, ça sent le piège du labyrinthe de la ville et ses ruelles aux contours fragiles. Ça sent la sueur et la transpiration, les endroits où il passe du bon son, mais aussi les bas-fonds, les êtres polissons. Sois hardi, toi qui veux faire une virée cocaïne. À ne pas partir dans les faubourgs et les poudrer overdosés. La ville, ça sent la coke et c'est comme un pur joke. Voilà.